Bienvenue à tous. Un 10 décembre historique. L'hypothèse était envisagée depuis plusieurs mois. Le président Donald Trump est passé à l'acte. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara en contrepartie d'une normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Quel impact sur le dossier du Sahara, mais aussi sur la cause palestinienne? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce vendredi 11 décembre. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des grands défis économiques de 2021, grand emprunt, plan de relance, reprise, sortie à l'international. Comment ces grands défis seront abordés par le gouvernement? Quels risques, quelles opportunités? Vos réactions, vos questions, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce vendredi, Nabil Adel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Mehdi Fakir également avec nous, économiste et fiscaliste. Bonjour. Bonjour Landry. Je vais commencer avec vous, Mehdi Fakir. La souveraineté du Maroc sur le Sahara, reconnue donc par les États-Unis d'Amérique, annonce en quelque sorte surprise hier sur Twitter de Donald Trump. Quelle a été votre première réaction à vous? Écoutez, moi aussi j'étais aussi surpris que vous. Tout d'abord le timing, parce que c'était un timing qui est surprenant, et la teneur également, et c'était pour moi une décision historique, alors que nous croyons le président Trump en train de gérer principalement les sujets électoraux, en matière un petit peu en ce qui concerne les élections présidentielles, oui, avec quelques décisions qui concernent principalement la politique interne des États-Unis. Nous voilà devant une décision qui est historique, qui est d'une grande teneur, qui a été prise dans un time et dans un laps de temps qui est record. Donc j'étais très surpris, mais très agréablement surpris, parce que pour nous, c'est, à mon humble avis, la décision diplomatique la plus importante depuis la marche verte. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui a complètement tout changé, et aujourd'hui, la dernière réserve par rapport bien sûr à la souveraineté qui est pour nous quelque chose de plus que établi. Pour les Marocains, c'est quelque chose qui la fameuse cause nationale. Bien sûr, c'est la cause nationale. Au-delà de la cause nationale, pour nous en tant que Marocains, c'est quelque chose qui est tranché depuis des siècles. Maintenant, c'est juste sur le plan purement diplomatique et international, l'allié américain et la décision et le point de vue, la prise de position américaine, c'est une prise de position de taille qui va tout changer par rapport, bien sûr, à ce conflit artificiel. Nabil Adel, votre première réaction quand vous avez vu ces tweets du président américain? Alors bon, effectivement, quand j'ai vu le tweet du président américain, je pensais que c'était un montage Photoshop, mais après m'être assuré de l'information, bon, je n'ai vu que la première partie, donc j'ai analysé à chaud la première partie qui reconnaît de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son territoire. Maintenant, effectivement, il y a la contrepartie sur laquelle on va revenir plus tard. Maintenant, on va rester sur la première partie qui est la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara. En fait, l'idée derrière, c'est qu'il ne faut pas qu'on se méprenne. Alors, encore une fois, un pays qui reconnaît la marocanité du Sahara ne veut pas dire que le conflit est résolu. Oui, d'ailleurs, mais ce n'est pas n'importe quel pays. Voilà. Et c'est toujours une affaire entre les mains des Nations Unies et de son Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, Antonio Guterres l'a rappelé. Cela ne change strictement rien. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est une victoire symbolique. Nous sommes plus il y a de pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara, mieux c'est pour la cause nationale, parce que ça met les gens du camp d'en face dans une posture diplomatique relativement difficile. Mais cela dit, il ne faut pas se crier victoire trop tôt, ce n'est qu'une étape. Je ne pense pas que le président Biden revienne sur cette décision, donc ça peut être inscrit désormais dans l'agenda américain, mais ça va s'arrêter là. Pourquoi, Nabil Adel, vous pensez que Joe Biden ne reviendra pas sur cette décision? Parce que encore une fois, ce sont juste des conjectures, mais il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt puisque comme il a dit qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il ne va pas revenir. Il n'a aucun intérêt à revenir. Si Donald Trump a fait le pas, et c'est un pas qu'aucune administration n'a osé faire, je le vois mal le défaire. D'ailleurs, Anthony Blinken, qui sera le prochain chef de la diplomatie, avait dit que les grands sujets sur lesquels l'administration Trump tranchera à l'international, il ne sera pas question d'y revenir, principalement. Et
manière, je pense qu'il y a un minimum de coordination sur ce genre de dossier avant de la prise, la sortie officielle. N'oublions pas qu'il y a une continuité dans le département d'État. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a toujours la personnalité du secrétaire d'État, mais il y a des équipes, il y a des think tanks, il y a des centres de recherche qui sont derrière pour alimenter la décision. Donc, puisque lui a osé franchir le cap et qu'aucune administration n'a réussi avant lui, ça va être acté, mais encore une fois, il ne faut pas crier victoire trop vite. C'est une belle victoire, mais le chemin est encore long et là, ça va mettre le camp d'en face dans une posture d'alerte maximale parce qu'il est en train de voir l'herbe coupée sous ses pieds et du coup, on va voir des réactions de plus en plus violentes. On va en parler justement du clan Polisario, Algérie, parce que forcément les réactions sont... Mais juste pour conclure sur la posture américaine, donc encore une fois, c'est une belle victoire, mais attention. Ce n'est pas pour autant parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux et ça et là que voilà, l'affaire du Sahara est définitivement enterrée. Non, pas du tout. C'est juste une première étape. Il faut raison garder, dire qu'il y a encore beaucoup de processus. Il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara. C'est une première victoire, mais il n'est pas suffisant. On va revenir sur les déclarations et sur les réactions, du côté de l'Algérie et du côté du Front Polisario. Mais d'abord, Mehdi Fakir, je voudrais m'arrêter avec vous sur les réactions d'autres pays partenaires. Je pense à la France, au Royaume-Uni, à la Chine, à la Russie. Pour l'instant, silence radio, mais on peut s'imaginer qu'après cette annonce de Washington, l'annonce fait du bruit dans les ministères des Affaires étrangères. Absolument. Alors on a un problème, Mehdi Fakir, pour vous joindre, je pense. Est-ce que vous nous entendez bien comme il faut ou pas? Mehdi Fakir ? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, je vous entends très bien. On vous entend bien. Donc réaction, selon vous, à quoi s'attendre maintenant, puisque Washington annonce également l'installation d'un consulat américain à Darla pour développer des affaires dans les provinces du Sud. Quid de la réaction de la part de la France, de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni dans les jours ou dans les heures à venir? Bon, on a un problème technique avec Mehdi Fakir. On espère que ça va se résoudre. Nabil Adel, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette position du président américain va rebattre bien des cartes, parce que voilà des pays que nous considérions comme des alliés et qui n'ont jamais osé le franchir le pas. Ils sont restés dans une posture d'équilibre fragilisant l'ensemble des parties, mais sans trancher ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre. Et aujourd'hui, avec cette position, autant on peut comprendre l'attitude réservée de la Chine et de la Russie, mais on ne comprendrait pas l'attitude de beaucoup de pays dits amis. Ce qui va être intéressant justement, Nabil Adel, ça va être la réaction de la France. Je pense à l'Espagne, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, et tous les pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange et qui ont des investissements au Maroc. Il y a l'Allemagne, il y a le Japon, il y a beaucoup de pays qui voulaient rester dans une sorte de neutralité passive en disant de toute manière c'est une affaire qui est gérée par les Nations Unies et nous on se cache derrière les résolutions du Conseil de sécurité pour ne pas prendre de décision. Maintenant, ce move de Donald Trump va les mettre dans des situations inconfortables parce que là ils n'auront plus aucune excuse pour dire voilà, nous préférons nous en remettre au Conseil de sécurité. Il y a déjà la plus grande puissance dans le monde qui a franchi le pas. Qu'est-ce que vous attendez? Et là, il faut que la diplomatie marocaine soit suffisamment vigilante pour pousser ces pays à la réaction et à dire voilà, maintenant clarifiez vos positions. La zone grise n'est plus acceptable. Vous venez au Maroc, vous investissez, vous avez beaucoup d'avantages fiscaux, de change, administratifs. Donc aujourd'hui, nous sommes un partenaire solide dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il faut qu'on voit la contrepartie. Ouais, d'autant que Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, est attendu la semaine prochaine au Maroc. Je pense que ça fera partie des choses dont la diplomatie marocaine devrait parler. Aujourd'hui, on comprend toujours pas l'attitude de beaucoup de pays européens. C'est ce double langage, cette hypocrisie officielle. Il faut aujourd'hui que ça s'arrête. Ils savent que le Sahara est marocain. Oui. Toutes les preuves historiques, politiques, géographiques et autres
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Mehdi Fakir. Autant avant, ils pouvaient se dire, nous sommes derrière la légalité internationale, qui ne reconnaît pas encore la marocanité du Sahara. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de pays qui ouvrent des consulats dans les provinces du Sud, actant la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Qu'est-ce que vous attendez? Mehdi Fakir, faut vous imaginer à la place d'Emmanuel Macron là en ce moment? Oui, bon, je pense que le Maroc aujourd'hui, en réalisant cette grande victoire diplomatique, est en train tout simplement de mettre les différents partenaires devant leurs responsabilités historiques. Nous avons souffert au Maroc de cette dualité de raisonnement qui a fait que malheureusement, beaucoup de puissances européennes aient malheureusement instrumentalisé ce sujet, ce dossier, pour exercer des pressions sur le Maroc. Le Maroc ne l'oubliera jamais. Mais la réaction de la France sera particulière et sans doute très impactante pour la suite. Non, l'attitude de la France, elle est déjà connue. L'attitude de la France a été toujours la meilleure attitude d'un pays européen envers le Maroc. Rarement. Alors, si j'exclus, la dernière, je dirais, en quelque sorte, prise de position aussi, c'était l'interview de Aminatou Haïdar par l'agence l'AFP, on l'a traitant du Gandhi du Sahara. C'est à ma connaissance la toute dernière. Donc c'était imaginez Emmanuel Macron qui s'exprime et qui prend la même décision que Donald Trump. Imaginez un consulat français à Darla. Je ne pense pas pour une raison très simple, ça sera certainement en concertation avec les Espagnols, parce que les Espagnols considèrent, ou se considèrent, légitimement directement concernés par ce dossier. N'oublions pas que le dernier pays occupant du Sahara marocain était l'Espagne. Donc aujourd'hui, l'Espagne a commis une grosse bêtise diplomatique en exerçant des pressions inutiles contre le Maroc et en se désengageant de son allié marocain. Et à chaque fois, le Maroc s'est senti toujours délaissé par les Espagnols. La preuve en est, le report de la haute commission, bien sûr, maroco-espagnole pour février, pour des raisons citées par la MAP, c'est des raisons de sécurité sanitaire et épidémiologique. Je pense que la prochaine visite du chef de gouvernement espagnol sera très décisive. Et qu'il faut que l'Espagne arrête de traiter le Maroc de cette façon. L'Espagne a perdu la partie, alors qu'il aurait pu faire beaucoup de choses pour ce dossier, et il sait très bien l'Espagne, comme tous les Français, comme tout le monde, ils savent très bien que la souveraineté du Maroc est la solution objective, réaliste. Moi, je parle pas ici en tant que Marocain, mais je parle ici en tant que géopolitique. Ils le savent très bien. Maintenant, on a toujours essayé de faire traîner les choses, de jouer le temps, de laisser passer le temps. Et voilà, la preuve en est, c'est que c'est les États-Unis qui étaient la première. Je pense que les autres puissances, Russie, Chine, Inde, Turquie, tout ce bon monde va se précipiter pour vraiment faire de même et va essayer de gagner de la place. Mais il faut faire attention à une chose très importante. À mon humble avis, et ça je suis d'accord avec Sinabil, lorsqu'il parle de la vigilance diplomatique, il faut que nous puissions être très vigilants et très réalistes. Tout le monde a sa place au niveau du Sahara marocain. C'est comme ça qu'il faut traiter les choses. Il ne faut pas créer des conflits, il ne faut pas créer du favoritisme, parce que ceci va nuire encore plus à la cause nationale. Et je pense qu'il faut, avec toute la patience et toute la résilience et la sagesse, traiter le sujet de façon équilibrée avec les partenaires espagnols. Je pense que la semaine prochaine... la semaine prochaine, ça va être déterminante, sans doute. Bien sûr, si la semaine prochaine, le Maroc présenterait les choses de façon factuelle aux Espagnols, en les invitant pour la énième et dernière fois à faire preuve de réalisme historique, je pense que l'Espagne, elle a toujours sa place. Mais si l'Espagne déciderait de continuer à jouer cette carte de temps, le Maroc a prouvé aujourd'hui que diplomatiquement, il y a toujours des alternatives et qu'il ne peut pas compter sur les puissances conventionnelles pour défendre ses intérêts. Beaucoup de réactions, notamment Nabil Adel, celle du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui salue une étape importante permettant, je cite, d'accroître la stabilité et la coopération régionale. Quel impact régional, quel impact pour le Grand Maghreb, cette décision de Donald Trump, selon vous? Non, il n'y aura aucun impact sur le Grand Maghreb. Soyons réalistes, le Grand Maghreb est mort et enterré depuis longtemps. Alors, je reformule ma question. Quel impact sur l'Algérie et plus tard sur le Grand Maghreb? Rien. Pour le moment, rien. Il faut savoir que l'Algérie est dans une posture de guerre froide. Elle est arc-boutée sur ses positions
d'attentifs de 50 ans. Oui, ouais, mais là c'est un coup de massue tout de même. Mais oui, voilà, mais ça va rester au stade de la propagande et de la dénonciation, de faire des comparaisons entre le peuple, entre guillemets, sahraoui et le peuple palestinien. Cette reconnaissance donnera du grain à moudre aux ennemis de l'intégrité territoriale, mais cela, on s'y attendait. Aujourd'hui, si on pense que ça va favoriser la construction du Grand Maghreb, c'est l'heure. Une réaction intéressante, pardon, Nabil Adel, et je voudrais avoir votre avis dessus. Une réaction intéressante d'un autre Nabil. C'est par hasard, hein, ce n'est pas vous. Je confirme. C'est la page des Décodeurs Atlantiques qui nous dit: il faut maintenant inviter les entreprises algériennes à investir au Sahara, à investir au Maroc. Impossible. C'est une bonne idée, mais elle est un peu... non, le gouvernement algérien ne laissera pas les entreprises algériennes investir au Maroc maintenant. Même si on le fait, même si on le permet. D'ailleurs, le Maroc permet à toutes les entreprises d'investir au Maroc, quelle qu'en soit la nationalité. Il y a beaucoup d'entreprises algériennes qui sont au Maroc. Et il faut savoir que l'Algérie est le 7e partenaire commercial du pays. Mais cela dit, il y a une animosité structurelle du régime algérien envers le Maroc et notamment de l'oligarchie militaire qui voit en le Maroc l'ennemi éternel, l'ennemi expansionniste éternel, et que tant que le Maroc est fort, l'Algérie est faible et vice-versa. Donc je ne pense pas que cette décision avance les choses, au contraire, elle risque de les retarder parce que maintenant chacun va se bunkériser dans sa position et là les situations vont se radicaliser d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est effectivement un coup de pied dans la fourmilière, ça va bousculer beaucoup de choses, notamment dans les chancelleries occidentales. Je ne pense pas qu'il se bouscule pour reconnaître le Sahara, parce que le Maroc a dû faire une concession à l'oncle Sam. Je ne vois pas quelle concession il pourrait faire à ses partenaires pour qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Je n'en vois pas pour le moment, peut-être qu'il y en a, mais je n'en vois pas. Donc je ne pense pas que les gens vont se bousculer. Mais pour répondre à votre question directement, non, il n'y aura pas d'impact sur la construction du Grand Maghreb. Au contraire, ça va le ralentir. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Mehdi Fakir, économiste et fiscaliste. Rebonjour. On va retrouver Mehdi Fakir, décidément quelques problèmes de liaison téléphonique avec Mehdi Fakir. Nabil Adel est avec nous, rebonjour. Bonjour. Directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Premier sujet que nous abordons forcément ce matin, c'est donc cette annonce du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur son Sahara en contrepartie d'une normalisation des relations entre le Maroc et Israël. On va en parler dans quelques instants de cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Juste avant, je voulais aborder avec vous, Nabil Adel, et avec Mehdi Fakir, la réaction du Front Polisario et les impacts régionaux. Le Front Polisario qui, sans surprise, dénonce cette décision, et rappelle bizarrement que cette décision va à l'encontre de la position de la communauté internationale. Mais ce qui est assez intéressant, Nabil Adel, c'est que cette décision du président américain, elle intervient également dans un contexte où il y a eu des tensions, des provocations récentes du Polisario à Guerguerat, dossier qui a été bien géré par les autorités marocaines. Finalement, est-ce que l'Algérie et le Polisario ne se sont pas tirés une balle dans le pied avec ce conflit à Guerguerat? Oui, clairement, ce que l'Algérie et le Polisario n'ont pas compris, c'est que la communauté internationale ne rigole pas avec la liberté de commerce et la circulation des biens et services. Ça a été l'opération de trop? C'était l'opération de trop, effectivement, parce qu'ils pouvaient gesticuler en dehors du mur de séparation, ils pouvaient aller faire leur petite guérilla dans la zone tampon. Pour les besoins de la consommation propagandiste interne, ça pouvait toujours passer. Mais là, bloquer les flux de commerce, surtout sur une région sensible qui relie le nord du continent avec son sud, là, c'était effectivement l'action de trop. L'Algérie a voulu réévacuer encore une fois ces problèmes internes liés à la vacance du pouvoir et à la catastrophe du référendum sur la nouvelle constitution, en créant ce problème. Mais là, c'est vraiment, comme on dit en anglais, it's backfired. Et là, c'est effectivement l'intervention de la communauté du Maroc, c'est le salut par la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui,
s'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est bloquer le commerce. Ouais. Quel impact pour le régime algérien Surtout dans cette période de pandémie. Alors pour le régime algérien, encore une fois, il n'y aura pas de grand changement. L'Algérie a toujours utilisé le Polisario comme carte d'évacuation de ses problèmes internes, de fragilisation de son voisin de l'Ouest, mais ce n'est pas cette action elle-même ne va pas déstabiliser le régime à Alger. Les généraux à Alger ont aussi un solide réseau de relations internationales. Ils ont des alliés, ils ont noué des intérêts avec beaucoup de pays. Oui, mais seulement auprès de l'opinion publique algérienne, on imagine que la pilule a du mal à passer. Oui, mais encore une fois, l'opinion publique algérienne a d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres sujets de parachèvement de leur démocratie, de leur khéra qui a été avorté, d'un président qui entre la vie et la mort, on n'en sait rien, d'une constitution qui a été votée à moins de 10% dans une catastrophe historique, d'un président qui n'arrive même pas à signer le décret pour sa entrée en vigueur, le chômage, la pauvreté, la dégradation des conditions de vie. Donc je ne pense pas que l'affaire du Sahara soit quelque chose qui intéresse le citoyen algérien moyen. Maintenant, ça reste un sujet géopolitique entre les généraux d'Alger qui leur permet au passage d'engranger des commissions généreuses sur la vente d'armes, puisque l'Algérie est un bon client pour les marchands d'armes. Oui. Mais penser que cette décision va chambouler l'équilibre régional, va faire que l'Algérie va sombrer dans l'anarchie et que les généraux d'Alger vont d'un seul coup disparaître de la scène, non, ça va trop vite en besoin. Alors, je ne pense pas que c'est une décision qui est bonne pour le Maroc. Je pense que d'autres pays vont suivre, et j'espère que d'autres pays vont suivre. Il faut juste mettre en place une diplomatie active. Mais quant à l'équilibre de force au niveau régional et à la position de l'Algérie dans le monde, je ne pense pas qu'il y ait un grand changement. Alors, on va parler de la contrepartie, reconnaissance américaine du Sahara, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, en contrepartie de cette normalisation des relations avec Israël, même si la position du Maroc et du roi reste inchangée sur le dossier palestinien. On le comprend bien à travers le communiqué du cabinet royal. Mehdi Fakir, est-ce que cette reconnaissance du Sahara valait cette normalisation ? Écoutez, je pense que le Maroc est assez prudent pour présenter les choses de la façon la plus factuelle et équilibrée. Personne ne peut aujourd'hui sortir la main au Maroc. Dire que le Maroc a délaissé, abandonné la cause palestinienne, c'est trop. Ce n'est pas le cas. Le Maroc, il a imposé une manière unique pour rétablir des relations, pas normalisées. Pour qu'on soit clair, le bureau de liaison israélien existait avant 2003. Cette nature de relation avec Israël existait avant. Maintenant, on va revenir sur des choses qui sont en train d'être citées comme si on est en train de les lire pour la première fois. Les Israéliens, que nous, Marocains, considérons comme co-citoyens de confession juive, qui ont gardé leur nationalité depuis 1967, viennent chaque année visiter le Maroc dans le cadre de liaisons, de visites familiales ou dans le cadre de visites à caractère religieux. Très bien, respecté, adulé, pas de problème, pas le moindre problème. Ce qui va changer, c'est qu'on va établir des liaisons directes, alors qu'ils étaient indirects. Aujourd'hui, un citoyen marocain, que le considérons marocain de confession juive, pouvait réserver à travers son passeport israélien. À Debdou, comme à Souera, comme un peu partout. Ils étaient là, on les voyait. Donc, je ne vois pas pourquoi on est en train de parler de quelque chose comme s'il n'existait pas. Ce qui va changer, à mon avis, c'est les liaisons aériennes directes. Ça, primo. Bon, on rappelle effectivement qu'il y avait une présence diplomatique de 1994 à 2000, vous l'avez dit. Hein. Mais voilà. On parle également de coopération économique. On va y arriver. Ouais. Alors, la coopération économique. Sur le domaine du tourisme, c'est de facto. C'est de facto. Ça va être, encore une fois, une relation directe au lieu d'être indirecte. Ça profitait auparavant à des agences de voyage un petit peu européennes qui faisaient un petit peu le relais. Avec des compagnies aériennes qui faisaient le relais. Maintenant, ça va être fait de façon directe. Primo. Maintenant, des relations économiques un tout petit peu plus corsées. Ça va dépendre tout d'abord de l'intérêt économique pour le Maroc, comme de l'intérêt économique pour des opérateurs israéliens. Et là, je reviendrai sur le fait qu'il n'y a pas de cadeau dans les affaires. Dans les affaires, l'argent, il n'y a pas de cadeau. Oui. Soit qu'il y a un intérêt, soit que ça n'existe pas. Soit que ça existe, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi lorsque vous parlez tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse très rapide que j'ai fermée, pour l'Algérie, il n'y a pas une oligarchie propre, toute l'oligarchie algérienne propre.
l'oligarchie algérienne dépend impérativement de l'État algérien. C'est l'État algérien qui crée ou qui détruit des hommes d'affaires. Et toute personne en Algérie qui veut faire des affaires doit impérativement passer par l'État. Donc, il n'y aurait pas une initiative privée libre en Algérie pour imaginer que des opérateurs vont venir s'installer ou faire du business au Maroc. Ils savent très bien qu'ils vont gagner énormément. Mais donc sur Israël, Mehdi Fakir, vous dites-vous, pas de normalisation, c'est une reprise des relations qu'il y avait auparavant? Moi, je pense que le Maroc est très prudent. Le Maroc ne veut pas perdre sa crédibilité au niveau international. Dieu merci, pour l'instant, je n'ai pas entendu dire ou parler de réactions négatives. Le Maroc a bien soigné son coup diplomatique. Le Maroc s'est entretenu avec Mahmoud Abbas. Tout ce que je peux noter, c'est que les Palestiniens, peut-être la symbolique du rétablissement de la relation avec Israël, n'était pas du goût de certains Palestiniens. Ils ont préféré ne pas commenter. Mais ils n'ont pas osé commenter, parce que le Maroc n'a pas normalisé. C'est en perspective d'ouverture d'ambassade. Et ça c'est pas du jour au lendemain. Nabil Adel, votre réaction? Normalisation ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a une normalisation. Il faut pas cacher les termes. Alors, d'ailleurs, le deuxième point du communiqué du cabinet royal est très clair. Et d'ailleurs, c'est pas le ministère des Affaires étrangères qui a fait le communiqué, c'est le cabinet royal. C'est pour dire que c'est parrainé par la plus haute autorité de l'État. Alors maintenant, on parle de la reprise des relations diplomatiques et politiques dans les plus brefs délais. Je ne pense pas qu'il y a plus clair que ça. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point du communiqué. Alors, on parle aussi effectivement des Juifs marocains en Israël, dont une bonne partie est dans l'armée israélienne qui tue nos frères palestiniens, soit dit en passant. Mais il parle aussi des Israéliens qui peuvent aller de Tel Aviv au Maroc et du Maroc et vice versa. Donc là aussi, il y a une normalisation. Donc on va avoir l'avion de l'entité sioniste dans les aéroports du Maroc. Donc ça aussi, il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est de la normalisation. Maintenant, il y a deux niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est que le Maroc a été acculé à accepter. Et Dieu sait, je suis parmi les plus grands défenseurs de la cause palestinienne, et je crois que c'est une cause qu'on ne peut pas marchander, mais quand on a un voisin de l'Est qui s'est entêté pendant plusieurs années dans une guerre d'usure menée au Maroc dans son intégrité territoriale, il ne lui a pas laissé le choix que de saisir l'opportunité qu'offrait la présidence de Donald Trump, parce qu'il était le seul à pouvoir faire bouger les lignes pour conclure un deal. Et c'est un deal. Ouais, une opportunité historique. Et c'est une opportunité historique pour le Maroc, parce qu'après Trump, je ne pense pas qu'il y ait un autre président avant longtemps qui puisse oser un tel pas. Oui. Donc effectivement, on était acculé au pied du mur. Maintenant, cela dit, c'est une normalisation qui est à condamner, parce qu'on va rétablir les relations diplomatiques et les relations politiques. Ça, c'est clair et c'est écrit, et ça ne souffre d'aucune possibilité d'interprétation. Maintenant, j'espère que le Maroc ne se jettera pas, comme se sont jetés d'autres pays, dans la normalisation d'une manière aveugle, et que ça reste de la courtoisie diplomatique, et qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ouverture avec l'entité sioniste. Alors très rapidement... Pour une raison très simple, s'il vous plaît. Allez-y. Parce que même si on voulait s'inscrire dans une logique de paix, les Israéliens n'ont rien présenté aux Palestiniens comme concession. Ils ont continué la colonisation, ils sont en train de séquestrer plusieurs centaines de milliers de personnes dans la bande de Gaza. Ils tuent en dehors de toute légalité internationale, ils massacrent un peuple sans défense, et ils n'ont rien cédé depuis les accords d'Oslo. Au contraire, la Palestine est en train d'être dépecée depuis que l'autorité a signé les accords de paix. Donc même si on voulait avoir une attitude de neutralité pour dire ok, on accepte, mais en contrepartie de quoi? L'entité israélienne n'a rien donné en contrepartie. Donc je ne vois pas en contrepartie de quoi on va lui offrir un cadeau de normalisation. Encore une fois, dans un geste de real politique, on sait qu'il faut attendre longtemps pour avoir un président comme Donald Trump pour oser ce pas. Je pense que l'appel téléphonique de Sa Majesté au président Abbas pour lui expliquer la position du Maroc a été bien accepté par l'autorité palestinienne. Et pas une mot dure, effectivement. Hein. Voilà, et je pense qu'ils ont compris la situation dans laquelle on est, par la faute de l'Algérie, encore une fois, qui nous a jetés dans ce deal macabre.
Mais je pense que la normalisation, même si elle est officielle, elle va buter sur le nouveau populaire. Et on a vu qu'en Égypte et qu'en Jordanie, même s'il y a eu une signature d'accord de paix, Israël n'a jamais réussi à pénétrer dans ces pays parce qu'il y a un mur populaire qui est refusé. Je pense que ce mur populaire sera encore plus élevé au Maroc, puisque les Marocains, et comme l'a dit Sa Majesté, considèrent la cause palestinienne comme une seconde cause après leur cause nationale. Et il est hors de question qu'on marchande sur ça, mais la normalisation, même pour le Maroc, est un message négatif pour la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une cause qui est juste. On n'a pas besoin de la brader et de l'associer à une entité dont la cause est injuste. Et c'est ça le problème de cette normalisation. Alors je pense que le Maroc, État vieux de plusieurs siècles, saura gérer dans le temps cette relation. Sa Majesté Hassan II n'a jamais voulu normaliser. Et même quand il y a eu l'ouverture du bureau de liaison, c'était une fois que Israël avait signé les accords de paix, oui. Et ça a été fermé quand on a eu la deuxième intifada, parce qu'on a toujours marqué une position de fermeté vis-à-vis de ce dossier. Allez, le temps